Bonjour, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors je suis dans un cadre magnifique ici, ça s'appelle le Maya Boutique Hotel et le directeur ici, Louis, c'est à côté de moi. Voilà. Et c'est un centre magnifique, je vais vous expliquer. Et c'est ici qu'on va faire des séminaires de jeunes pendant une semaine dans ce cadre fabuleux qui est ici à Nax dans le Valais. Et j'ai voulu interviewer Louis parce que il va vraiment bien dans le thème de la vidéo qui est d'aller au bout de ses rêves. Et Louis, si tu veux bien, si tu peux te présenter juste en 2 mots à la base, quelle est ta formation et qui tu es en quelques mots et d'où tu viens. Oui, alors voilà, je m'appelle Louis, je suis hôtelier à la base. Et je travaille dans l'hôtellerie international, je travaillais à Paris, à Londres, j'ai travaillé après également en Allemagne. Où un jour, j'ai ouvert un restaurant. Après, j'ai ouvert un autre restaurant. Et ça, pendant 5 ans. Après, j'ai décidé de faire justement mon rêve, réaliser mon rêve, c'était faire des études de photographie. Okay. Ouais, ça a toujours été ma grande passion. Et je voulais faire justement ça dans une école professionnelle. Alors, j'ai tout vendu. Donc tu as tout vendu et en plus, donc tu as tout vendu pour quitter quelque chose de confortable, une assurance de confort dans la vie. Et je crois que donc tu as acheté une sorte de camping-car, de van, parce que j'avais déjà écouté son interview à la radio suisse romande, ça m'avait bluffé. Et puis tu es parti comme ça, c'est ça? Voilà, j'ai tout vendu, j'ai acheté un camping-car pour avoir en Italie les premières semaines un toit sur la tête. Ouais. Et puis j'ai fini par y vivre pendant 2 ans et demi avec mon chien et mes appareils photo, justement. C'était pas prévu, mais... Et là-bas, tu as rencontré aussi ton épouse, ta future épouse, c'est ça? Alors, justement, je suis allé à Florence, j'ai fait une école à Florence. Ouais. Lisa, elle faisait aussi une école de photographie, aussi à Florence, mais pas la même. Alors, on ne s'est jamais croisés à Florence. Par contre, juste après qu'on ait quitté tous les 2 Florence, on a fait un stage avec un photographe français. Toujours en Toscane, et c'est là qu'on s'est rencontrés. Ouais. Et alors, ce que je voudrais savoir, c'est quand tu as tout quitté comme ça, t'as pas eu peur, tu t'es pas dit, est-ce que je fais pas une grosse bêtise? Comment c'était ton état d'esprit? Alors, il faut savoir ce que c'est une sécurité. Hein. Souvent, on se tient au bout de la table parce que c'est du concret, c'est ce qu'on connaît. Et, du coup, on s'aperçoit c'est la table sur le Titanic, tu vois. Tu peux t'accrocher, mais ça sert à rien. Oui, non, mais il faut quand même, il faut avoir des rêves. Il faut avoir des choses qu'on veut réaliser, concrétiser, et il faut y aller, parce que souvent ce qu'on croit être des sécurités, en fait c'est pas le confort qu'on croit. Oui, tu t'es rendu compte que la sécurité n'est pas forcément, c'est pas un truc qui est cloué dans le marbre, en fait. Ça peut changer. On l'a en soi, on l'a pas. Oui, donc c'est plus une confiance en soi. Mais donc tu as quand même hésité avant de faire ça, j'imagine. T'étais sûr de vouloir... Tu t'es lancé comme ça sans réfléchir, ou tu as beaucoup hésité? Non, j'ai pas trop hésité. Je savais que si tu veux faire quelque chose, tu vas commencer, tu vas mettre un pied devant l'autre, et puis à un moment donné, tu te rends compte que tu es en mouvement. Okay. Voilà, et tu vas y arriver. Ok, donc tu as pris ce risque, c'est magnifique, et puis tu es allé là-bas, donc tu as pu vivre ton rêve à ce moment-là? Alors voilà, j'ai fait cette école de photographie, j'en ai fait une autre à Rome. Ouais. Lisa aussi, hein. Ouais. Et puis voilà, on s'est dit, tiens, moi en tout cas je me suis dit, j'ai cherché quelque chose de plus artistique dans la photographie, et on est parti à Maastricht en Hollande, où j'ai fait l'Académie des Beaux-Arts après. Ok, donc là vous avez vécu en Hollande si je me souviens bien, oui, c'est ça? En Hollande, ouais. Et puis là, alors c'est incroyable, c'est pour ça qu'on est ici, c'est que vous avez eu un autre rêve complètement insensé, complètement fou. Si tu peux expliquer un petit peu comment t'es parti d'un endroit où vous étiez en Hollande, une famille classique on va dire, à aller te retrouver ici en Suisse dans les montagnes. Alors, on a fait des enfants, hein, c'est la conséquence d'un autre rêve. Et puis, nous avons décidé d'aller en Suisse pour être plus près de la famille, hein, la famille de ma femme. Après, elle est d'origine italienne, sa famille italienne n'est pas trop loin non plus.
Et comme je suis hôtelier, je me suis dit, je suis peintre, mais j'ai rien vendu pendant une année. Je me suis dit, nous, on peut vivre de l'amour et de la fraîche. Par contre, les bébés, ils ont besoin de manger. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ce que je sais faire, en fait. Mon autre métier, c'est l'hôtellerie. Alors, on a dit, on va en Suisse, on va en montagne, en altitude, on va faire un hôtel. Et arrive la crise financière, les Lehman Brothers aux États-Unis, 2008. 2009, le prix du pétrole grimpe à $150 le baril. Les analystes parlent de $250 le baril. Et du coup, on s'est dit, on sera en Suisse en montagne. Pour chauffer la maison, on va payer 5 francs le litre de mazout, on va fermer en hiver, quoi. Oui, donc déjà, à ce stade, c'était ton rêve, pour la plupart des gens, dire, c'est un rêve, je le referai. Je laisse tomber, ou peut-être dans 30 ans, beaucoup de gens auraient laissé tomber avec ça, ce contexte-là. Mais alors, ce qui est fou, c'est que tu as continué et... Oui, on a réfléchi comment on peut faire, en fait. Hein. Comme tout dans la vie, tu as un problème, tu vas te mettre à réfléchir comment soit le contourner, soit le maîtriser. Et là, j'ai proposé à ma femme de construire l'hôtel en paille. Ok, un hôtel en paille, alors je pense que ça n'existait pas avant, c'est ça. C'était un concept, il n'y avait pas d'hôtel en paille dans le monde à ce moment-là. Alors en tout cas, là, je ne le savais pas encore. Ouais, c'est ça. Mais ma femme voulait divorcer après. Elle s'est dit, un type comme ça. Ouais. Alors on a fait une recherche, on a vu que la construction en paille était quand même quelque chose qui existe depuis 150 ans environ. Ouais. Par contre, quand on s'est lancé dans le concept de l'hôtel, on s'est vite rendu compte qu'il n'y avait pas d'autres hôtels. Hein. On a rencontré des problèmes qui sont liés à l'hôtellerie et à la paille. On a cherché des solutions, on a cherché à contacter d'autres hôteliers pour... Et on s'est rendu compte que c'est la première fois que ça se faisait, tout simplement. Oui, donc tu aurais pu te dire, c'est que ça s'est jamais fait, c'est que c'est impossible. Le rêve est complètement fou, on va laisser tomber, mais tu as continué encore. Comment t'as réfléchi ensuite? Oui, mais en fait, on s'est dit, si ça s'est jamais fait, c'est qu'il y a une raison que nous connaissons pas, que nous ignorons. Ouais. Il y a une raison et les autres ont dit, oh stop, ça marche pas. Okay. Alors, on a passé en revue tout le concept pendant 2 semaines pour voir où ça pourrait être et on s'est rendu compte que, il y avait pas tout simplement, personne a pensé faire un hôtel en paille, puis on va faire maintenant, nous, voilà. Ça, c'est quelque chose qu'on ne pense pas que ça peut arriver à quelqu'un dans une vie, tu es le premier à faire quelque chose. Ouais. Depuis la nuit des temps. On n'y pense pas, mais ça arrive parce qu'il y a toujours quelqu'un qui a construit le premier avion, l'autre a construit la première voiture, l'autre il a fait, je sais pas, tu vois, il a la première chose, il est sauté d'un avion, avec un parachute, tu vois. Et il y avait toujours quelqu'un pour la première fois, mais que ça arrive à toi, ça c'est... C'est ça. Voilà. Oui, puis ça demande aussi, j'imagine, de traverser des peurs parce qu'on se pose des questions, on doute, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est pas trop dur Comment tu as fait pour traverser ces peurs ou ces hésitations? Ou peut-être t'en avais pas trop et ta femme en avait plus, comment ça se passait? On en avait tous les deux, hein. C'est logique, tu investis beaucoup d'argent, tu dis, mais si ça se casse la figure, on va se retrouver en prison, hein, parce que, voilà, et ça, on n'a pas vu. Mais à un moment donné, on s'est dit, peu importe ce qui pourrait arriver, on va trouver la solution une fois le problème est là. Ça ne sert à rien maintenant de s'affoler sur quelque chose hypothétiquement qui pourrait un météorite qui nous tombe sur la tête. Voilà, on va pas se mettre dans les grottes maintenant pour ça. Ouais, ça c'est vraiment une des clés, je trouve, c'est de ne pas anticiper les problèmes tant qu'ils ne sont pas là. Effectivement, sinon après on devient stressé, tellement stressé, angoissé. Oui, donc c'est une vraie sagesse de pouvoir prendre les problèmes au fur et à mesure qu'ils arrivent et de faire confiance en son esprit créatif aussi. Oui, absolument. On peut tout imaginer. Hein. Les gens, alors moi, en tant qu'hôtelier, on est un peu aussi beaucoup en contact avec les gens. On s'est rendu compte qu'il y a... Les gens pensent prendre des décisions par réflexion, sagesse, expérience, etc. En réalité, ils prennent des décisions par peur. Souvent, on constate ça, même sur nous, hein. Mais après, tu te mets à réfléchir. Pourquoi j'ai décidé ça maintenant? Est-ce que c'est vraiment raisonnable ou est-ce que c'est oui, mais on ne sait jamais comme ci, comme ça. Et à la fin, on prend pas de décision ou une mauvaise décision. Oui, on peut aussi dire que beaucoup de gens prennent des décisions pour éviter
quelque chose, éviter l'insécurité, éviter quelque chose d'inconfortable, on prend souvent des décisions par dépit, en fait, pour essayer de se protéger de quelque chose. Et là, justement, ce qui caractérise ton approche, ta vie, c'est que les décisions que tu prenais, c'est pour aller vers quelque chose qui te plaisait, pas pour éviter quelque chose de désagréable, mais pour aller vers un rêve, en fait. Voilà, c'est ça. Ouais. Alors, tu peux dire, il y a, je sais pas, maintenant, quand on est encore des hommes de caverne, il y a un mammouth qui arrive, j'ai deux choix, soit je vais par là ou je vais par là. Si je vais par là, je fuis, si je vais par là, je vais manger ce soir. Et on n'a pas changé, hein. Nous sommes on est les mêmes personnes aujourd'hui. On prend toujours les mêmes décisions. Alors, soit on prend une décision par peur, comme je disais, soit on prend une décision par, comme tu dis, on veut arriver à quelque chose. On a un désir, alors on décide de faire ce qu'on veut faire. Oui. Mais qu'est-ce qui fait que tu avais cette confiance en toi? Parce qu'il faut avoir la confiance pour à chaque fois aller vers ses rêves, malgré tous les obstacles. On verra qu'il y en a eu d'autres après, mais qu'est-ce qui fait que tu as eu toujours cette confiance? Enfin, est-ce que tu as toujours eu cette confiance ou pas? Non, sûr que on sort tous d'une maison, hein, on a tous des parents. Pour la plupart, les parents nous ont éduqués dans la peur. Hein. Ne fais pas ça, tu vas te. Quand on quitte les parents, après on fait des choses et toujours dans cet esprit-là, jusqu'au jour où on se rend compte qu'en réalité, non, si je fais quand même, j'y arrive. On commence à construire, à avoir confiance en soi. Voilà. Oui, c'est vrai que c'est rare l'éducation où des parents disent vis selon tes rêves, suis ton cœur, la vie c'est un terrain de jeu, c'est plutôt prends un travail, garde-le, c'est la sécurité, même si t'es pas heureux, au moins tu auras de la sécurité. Donc t'es passé au travers de ça. Oui, c'est ça. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé donc avec cette idée d'Hôtel Empire? C'était complètement fou à l'époque. Enfin, ça se faisait pas, t'étais le premier. Et ensuite, comment t'as traversé ça? Alors, on a continué, on a trouvé des spécialistes, des ingénieurs, des architectes, des gens qui travaillent le bois. On a beaucoup essayé de comprendre la matière, ce qui est important. Et puis, comme ça, on a réussi à améliorer le produit. Et on a changé, bien sûr, en cours de route. Hein. Après, quand on construit un hôtel, il faut prendre 10 000 décisions. Et tu n'as pas intérêt de te planter. Parce que tu connais personne qui a construit son hôtel. Moi, je connais personne qui a construit un hôtel non plus. C'est souvent des grandes entreprises. Donc, quand tu construis ton hôtel, tu dois prendre 10 000 décisions qui peuvent te casser la nuque. Mais ça, tu te rends compte quand tu es dedans. Avant, tu dis c'est facile, on va tout, tu verras, ça va être rigolo. Mais quand tu es dedans, tu dis oh mince, il y a ceci à réfléchir, cela à réfléchir. Voilà. Donc on a mis quand même 2 ans de réflexion. Justement, Louise, comment tu faisais pour gérer ce stress? Parce qu'au début, c'est vrai qu'on a la casquette du rêveur, c'est toujours agréable. Puis après, on met la casquette de la personne lucide qui doit gérer. Exact. Et là, il y a tout ce stress. Comment tu fais, toi? On n'oublie jamais le rêveur. Hein. Voilà, tu n'oublies jamais que Par contre, c'est vrai qu'à un moment donné, il faut être réaliste et dire ok, qu'est-ce qui est possible. Alors ça non. Mais on n'oublie jamais on n'oublie jamais son rêve quand même. Pas ta vision. Voilà. Et à la fin, on réalise ce qu'on réalise, bien sûr. Mais c'est... Oui. Et alors, ici, on est dans le Valais, donc c'est une montagne, c'est une vallée, donc c'est plus traditionnel, c'est plus... on est loin de la capitale, je veux dire. Comment ça a été perçu ici, dans le Valais, où c'est assez traditionnel, cette idée très novatrice de construire un hôtel, en plus dans un endroit assez désertique, on va dire, c'est un petit village ici, en plus en paille? Alors, les gens n'ont pas compris ce qu'on allait faire. C'est normal. Tu arrives quelque part, écoutez, on va construire un hôtel en paille. Ils étaient très, très polis. Mais en Suisse, ils sont très polis. Ils sont très polis. Voilà. Une fois qu'ils l'ont vu, comme ici le président de la commune, qui nous a beaucoup soutenus, hein, il m'a avoué, après, une fois qu'il l'a vu, il a dit, honnêtement, je ne savais pas ce que tu allais faire. Je ne comprenais pas ce que ça veut dire, mais j'ai compris que c'est pour être important pour notre région. C'est pour ça qu'il a soutenu. Mais une fois que tu le vois, après, tu comprends, mais c'est la maison des 3 cochons, c'est quoi ça vit dedans, il y a des souris, il y a des nids, on ne sait pas. Voilà. En réalité, c'est un bâtiment tout à fait normal, avec un climat d'habitation exceptionnel, très très sain, peu de chimie à l'intérieur, donc ça c'était important.
En réalité, tu as 4 mètres au lit à attendre une semaine, tu te détoxes naturellement, hein, parce que voilà. Et puis, voilà, tous ces aspects étaient importants pour nous, hein, qu'on sent bien, on rentre et du coup, waouh. Mais ça, je voudrais vraiment dire, on est rentré ici et waouh, c'est très apaisant. En fait, on sent pas de tension comme on peut sentir dans une maison classique. Peut-être parce que, je sais pas, la protection des murs, l'ambiance, le bois. La façon dont tu chauffes la pièce, tout a été étudié pour l'apaisement, je trouve. Voilà. C'est un ensemble de ces matériaux naturels, la façon qu'on les a élaborés. Hein. Nos meubles sont faits à la main, avec des bois de la région. Ici, dans la salle de petit déjeuner, tu vois les chaises, c'est des douves de tonneaux. On est une région de vin quand même. Les chambres, pour chaque chambre, on a choisi un bois différent de la région, tu vois, donc les chambres à thème. Si tu vas d'une chambre à l'autre, tu sens l'odeur qui change. Et n'oublions pas que ces matériaux-là ont un impact physique et mental sur nous. Donc on oublie facilement ça aujourd'hui, que les matériaux qu'on choisit, il influence notre vie en fait. Et donc là maintenant le rêve est réalisé, c'est magnifique et c'est pour ça que je suis très heureux de faire avec toi ici les séminaires de jeunes. On va en parler dans quelques instants. Pour terminer sur ta démarche d'aller au bout de tes rêves, est-ce que avec le recul, est-ce qu'il y a des regrets ou des choses que tu aurais voulu faire autrement ou pas? Des regrets, non. C'est pas faire des choses autrement. Après, on est toujours plus intelligent, hein, logiquement. Mais ça n'arrive jamais. Tu ne vas jamais prendre une décision et savoir à 100% où tu vas atterrir. Mais c'est ça qui rend la chose aussi, la soupe un peu wulstig, hein, un peu le sel dans la soupe. C'est que tu vas vers une aventure, c'est toujours une aventure. Et si tu connais exactement la sortie, bah, c'est pas une aventure. Hein, donc, ce qui est intéressant, c'est en fait tout le parcours qu'on a fait, les virages qu'on a pris, les décisions qu'on a fait, les angoisses qu'on a eues aussi. Hein, mais qu'est-ce qu'on va devenir, oh mon Dieu. Et à la fin, tu arrives là et tu dis waouh, oui, c'est quand même. Hein, après, tu es fier de toi. Tu vois, et ça te donne la force pour la prochaine fois que tu dis bah tiens, si on faisait. Tu te rappelles de ça. Hein, c'est une intelligence émotionnelle que nous avons, nous, de nous souvenir du succès. Pour pouvoir faire la prochaine démarche. Voilà, ça permet d'augmenter effectivement la confiance en soi et l'assurance. Et si tu devais donner un conseil pour terminer, dernière question, à des gens, à un jeune, je sais pas, ou quelqu'un qui a un rêve, qui veut changer de métier, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent changer de métier, ils sont dans un environnement qui leur convient pas. Ils ont un rêve, mais il y a beaucoup de peur en fait. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil comme ça à brûle-pourpoint? Change. C'est comme je disais, tu t'attrapes la table du restaurant de Titanic. Est-ce que ça c'est assez de sécurité pour toi? Et finalement, un jour on a 60, 70, 80 ans. On se dit, j'aurais pu changer, mais j'ai pas fait. Ouais, c'est magnifique d'ailleurs. C'est vrai qu'il y avait ce fameux livre dont je parle parfois dans les vidéos d'une infirmière qui avait collecté les regrets des gens âgés qui étaient en train de mourir. Et souvent c'est j'aurais dû. Alors là, tant qu'on peut le faire, faisons-le quoi. Oui, absolument. Non, il faut. La vie est là pour ça. Et alors en plus avec Lisa, vous êtes spécialisé en nutrition, hein, puisque c'est aussi, tu t'es spécialisé là-dedans, dans l'accompagnement jeune aussi. Oui. Alors oui, déjà de mon travail de chef, je connais bien sûr les aliments, la nutrition. J'ai fait une petite formation à Vienne pendant 3 mois pour être accompagnateur de jeunes. Personnellement, je jeûne depuis 12 ans, donc je viens d'une culture où le jeûne thérapeutique fait partie de cette culture. Lisa, elle a commencé, elle fait un bachelor en nutrition à Londres, toujours à distance. Alors c'est quand même quelque chose qui nous passionne quand même. Hein. On sait la nourriture, c'est poison ou c'est médecine. Hein. Voilà. Ouais, comme disait Hippocrate, que la médecine c'est ton aliment, que l'aliment c'est ta médecine. Hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avant l'interview. Et je pose la question parce que c'est plutôt des francophones qui me suivent, hein, des gens qui viennent de Belgique ou de France ou même ici de Suisse francophone. Et le jeune n'est pas encore complètement dans la culture par rapport à ce que tu as connu. Donc c'est intéressant qu'ils voient que effectivement tu
tu le ratifies, que c'est très très bon pour la santé, que c'est une pratique d'hygiène en fait qu'on pourrait avoir dans la vie régulièrement. Ouais. Mais le jeûne était dans la culture puisqu'on parle du déjeuner. Hein, on a en anglais aussi un breaking the fast breakfast. Donc on l'a oublié tout simplement. Depuis qu'on a des frigos, tout va bien pour nous. Mais c'est depuis là qu'on est en train de s'intoxifier par nourriture. Pas parce que c'est de la nourriture toxique, mais parce qu'on mange mal, faux, etc. Pour nous, j'ai grandi en Bavière et le jeûne thérapeutique fait partie de leur culture. C'est ça. Ouais. C'est ça. Donc, j'ai grandi sachant que le jeûne thérapeutique est normal. Voilà. Si tu as grandi dans un environnement où on n'en parle jamais, ça peut te paraître bizarre. Ne pas manger, c'est pas naturel. En réalité, oui, c'est naturel. Ça a toujours été naturel. On a toujours jeûné. Ouais. On a vu toujours les plantes jeûnent, les bactéries jeûnent, tout le monde, tout ce qui est vivant jeûne, le champignon jeûne. D'accord. Nous, on jeûne plus parce qu'on a des frigos maintenant. Voilà, la nourriture à disposition à tout moment. On se lève à 3 heures du matin, boum, on fait 3 mètres. Hein. Avant, ça nous venait jamais à l'esprit de nous lever à 3 heures du matin, sortir de la grotte et aller chasser le mammouth. Parce qu'il fallait des heures pour le chasser en plus. Donc, manger directement, c'était exclu. Par contre, aujourd'hui, ces maladies de civilisation qu'on connaît aujourd'hui proviennent pour la plupart de l'alimentation. C'est ça. Et donc, vous organisez des séjours de jeûne. Là, on est début janvier. Et donc là, je vais commencer à collaborer avec vous pour cette première semaine du 19 au 25. Est-ce que tu peux dire peut-être en 2 mots, voilà, ici, on est dans un cadre magnifique. Il y a beaucoup de lumière d'ailleurs. Hein, le cadre est magnifique. Je mettrai quelques photos. Là, j'ai beaucoup de lumière dans les yeux ici. On a une vue superbe sur la vallée. Donc, les gens ici viennent jeûner. Et en 2 mots, comment ça se passe ? Alors d'abord, on se réjouit de travailler avec toi. On est vraiment curieux comment tu voir aussi tes compétences. Les gens viennent ici pendant 1 semaine, 6 nuits. Ils sont accueillis ici à l'hôtel où on va les chercher à la gare. Ils sont accompagnés par des professionnels, naturopathes, ou toi, guide de jeunes et psychologues. Tous les soirs, on a des ateliers sur certains sujets. Ça peut être le stress. On parle beaucoup de la nourriture. On mange pas, mais on parle de la nourriture. Moi, si je peux donner conseil à comment préparer les aliments, parce que ça, c'est aussi un élément qu'on néglige souvent. On digère mal, on a des intolérances parce qu'on ne sait pas les préparer en fait. Alors voilà, alors tous les soirs on sert un bouillon, il y a des boissons et on fait un atelier. La journée, le matin surtout, on a des activités. Hein, ça peut être des randonnées, ça peut être le yoga, un tir à l'arc, j'ai fait le tir à l'arc, cheval, etc. Alors il y a aussi un sauna ici, il y a différentes expériences intéressantes à vivre. Nous mettons beaucoup l'accent sur du temps pour soi. Hein? Aujourd'hui on fait tout sauf prendre du temps pour soi. On s'occupe de tout le monde sauf pour là. Alors entre midi et 6 heures, voilà, c'est du temps libre. Les gens peuvent faire une randonnée. Utiliser le spa, on a un spa scandinave, c'est à l'extérieur, donc il y a un sauna, c'est une espèce de tonneau, et un hot tub, c'est un bain scandinave qui chauffe à bois, d'accord, où il peut faire un massage avec une des thérapeutes, ou rien faire, far niente. Prends un livre, mets-le sur le balcon, décompresse. Après, on se retrouve tous les jours à 18h ici, on partage le bouillon, une tisane, et puis on fait les ateliers. Voilà, super. Donc, je mettrai toutes les infos en bas de la vidéo. Et puis, le prochain séminaire où je suis là, c'est le 19 au 25 janvier. Puis, il y en aura d'autres. Donc, vous pouvez aller voir sur le site également. Je mettrai le lien en dessous de la vidéo. Super. Bah, écoute, merci beaucoup, Louis. C'est inspirant, des gens qui touchent à plein de choses, parce que tu t'es intéressé dans plein de domaines, à chaque fois de manière approfondie. Puis, en plus, des personnes qui vont au bout de leurs rêves. C'est toujours inspirant. Donc, merci d'avoir répondu à ces questions. Merci à toi. Okay. Rebelle, sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous. Être un rebelle, sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous.